Alors en fait, il faut savoir ce qu'on fait, la base, le fondement. Il n'y a que moi qui ferai ce que je fais, de la même façon qu'il n'y a que toi qui feras ce que tu fais. Bon. J'ai mis ça moi, maître modèle. Eh ben, j'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. C'est du latin ou du grec ancien. 1. Je fais pas du Christian Tissier. 2. Je ne fais pas du Marseille. 3. En fait, je fais de l'aïkido. Bonjour Marseille Shihan, très honoré de te recevoir dans notre dojo. Je crois que c'est la deuxième fois que tu viens au Havre pour faire un stage, pas la première fois que tu viens en Normandie, même loin de là. Hein. Et ben on est très heureux parce que la fois dernière on t'appelait Sensei et maintenant on peut t'appeler Shihan. Je crois qu'on dit Shihan. Hein. Et je crois que pour aller jusqu'au bout, ça a été décerné le 1er avril. On n'y croit pas. Il y a un petit côté blague, faut avouer. C'est pas moi qui l'ai remarqué, c'est quelqu'un qui m'a dit c'est le sashimi d'avril. Voilà, et le certificat a été signé en tout cas, et je pense que oui. C'est à la date de réunion du comité, le 1er avril. D'accord. Eh ben, félicitations. On est très heureux de ta présence. Alors, peut-être que je vais pas faire toute ta biographie parce qu'il y aurait trop de choses à raconter, mais au cours de l'échange, on aura l'occasion de donner des éléments et je vais peut-être relever, peut-être des bêtises. Par exemple, je crois que pendant longtemps, tu as été juge national pour faire passer les grades de premier dan, des choses comme ça, depuis 2005, un truc comme ça. Alors, on est juge national quand on est au collège technique, en général. Okay. Voilà. Donc, je suis rentré au collège technique de la 2F3A en 2005, et du coup, on est sur la liste des juges nationaux. D'accord. Voilà. Et alors j'ai lu enfin, en fonction du grade qu'on a au collège technique, ça sera du 1er au 4, voilà. Du 2e au 4. Aujourd'hui, on rentre 5e dan. À l'époque, moi, j'étais 4e. Donc, avec Bruno Gonzalez, on a été les 2 derniers 4e à rentrer. Après, voilà. Avant qu'on décide que pour rentrer au collège technique, il fallait un 5e dan. Donc, en étant 4e, on pouvait juger 1er, 2e dan. En étant 5e jusqu'au 3e. Vous connaissez le... Voilà. Et je crois que tu as dit, il y a les grades et il y a les niveaux. Ah. Alors voilà, ça m'a traversé l'esprit et donc j'essaie avoir un peu plus d'idées précises sur ce que c'est que Shihan et j'ai appris que c'est en fait un maître modèle. C'est ce qui est marqué sur ton site. Bon. J'ai mis ça, moi, maître modèle. Ou quelqu'un a mis sur ton site maître modèle. Alors donc la question qui me taraude, puisque il y a des niveaux et des grades, quel maître modèle es-tu? Et donc j'ai quelques questions à te poser. Voilà. Tu réponds librement. D'accord. Donc tu es un modèle de loyauté probablement à ton histoire, à tes racines, et tu as dit, je crois que le 10 avril, donc quelques jours après l'annonce officielle sur un réseau social, que tu étais sans doute le premier homme de couleur à être promu à ce grade, à ce titre de Shihan. Et voilà, ça c'est, je pense aussi un clin d'œil à tes racines, où tu as quand même dit que tu étais un peu un noir à une époque dans une cité de blancs, et tu étais un pauvre dans une cité de riches. Alors, ça, t'as lu le monde, toi. Je lis tout. Donc voilà, donc moi ça m'a beaucoup touché que une de tes premières allocutions porte sur ces racines et cette histoire et peut-être cette belle réussite. Alors, c'était voilà, c'est pas quelque chose que je porte en étendard, mais c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on me rappelle avec une certaine régularité. Et voilà, et c'est vrai qu'au moment de publier et de faire un message de remerciement pour ce titre, pour cette distinction, j'ai eu une pensée, là c'est ce que je disais, pour mon père qui est décédé en début d'année. Eh oui, oui. Voilà, qui est né au Sénégal, qui était d'origine sénégalaise, qui a été dans l'armée française, donc qui a toujours été français en fait, même s'il était né au Sénégal, en fait il n'a jamais changé de nationalité. Et qui a servi la France. Qui a servi la France, voilà. Et qui était très sensible à la réussite de ses enfants. Voilà, il a eu une vie pas toujours très facile. Et donc c'est vrai que je suis pas le premier. Je pense en Europe, je pense être le premier homme de couleur, noir. Enfin, on va pas jouer sur les mots.
en Europe, sans doute, issu de l'immigration. Il y a eu Donovan Waitt, à ma connaissance, aux États-Unis, et je n'en connais pas d'autres. J'ai demandé autour de moi, personne n'était capable de m'en citer un autre. Voilà, donc c'est... Et puis, par rapport à ça, j'ai reçu des messages aussi des gens d'Afrique, des États-Unis, etc., pour lesquels c'était quelque chose d'important. Et oui, je pense. Voilà, et symboliquement important. Ça ouvrait des portes, des espoirs, voilà. Donc c'est pas un étendard, mais c'est important que ça se sache qu'on peut... C'est que c'est une intégration réussie voilà, et qu'il faut pas oublier ses racines. C'est comme ça, faut pas l'oublier. Voilà. Normalement, c'est pas quelque chose qui se dit, qui se parle, etc. Mais dans mon parcours d'aïkidoka, dans mon parcours de sensei, j'ai entendu un certain nombre de choses qui me ramenaient à ma couleur ou qui me réduisaient à ma couleur. Ou peut-être plus maintenant quand même. Pas si longtemps encore, je me suis retrouvé dans un dîner avec... je parlais lors du stage des sociétés gastronomiques au Pays Basque. Oui. Donc c'est peut-être il y a 4-5 ans. Voilà. Et puis, quelqu'un de la table d'à côté qui a demandé qu'est-ce qu'on faisait, Aïkido, tout ça. Il connaissait quelqu'un qui avait fait de l'Aïkido. Il se trouve que ce monsieur, c'était pas quelqu'un qui avait pas de culture, c'était un chirurgien. Voilà. Et qui avait bien bu, bien mangé, etc. Et puis, mais qui c'est le maître de ce stage? Donc au début, les gens font l'andouille, disent c'est le plus débutant. Voilà, non, j'ai bien compris. Et puis la fin du repas arrive et il revient, il dit non, mais en fait, en vrai, qui c'est le maître? Et donc les gens disent c'est lui, en parlant de moi. Et là, le cri du cœur, racontez pas de conneries, ça peut pas être lui parce que c'est un noir. Ben oui, puis le 1er avril en plus. Alors, c'était pas le 1er avril, mais voilà. Donc, c'est des choses qui reviennent avec terrible. Une certaine régularité, on va dire. Voilà. C'est pas tout le temps, c'est juste suffisamment pour qu'on l'oublie jamais. C'est bien, c'est important, je crois que ce soit dit. Et ben voilà, en tout cas, tu l'as mis dans une des premières allocutions. Et je crois que pour nous aussi, je cherche un modèle aussi du respect des anciens, du salut au Kamisa, etc. Et là, je pense en particulier à Christian Tissier, où tu es très fidèle. Hein. Je crois même, pas me tromper, je crois que c'est lui qui a demandé ta nomination au titre. Hein. Et tu as dit quand même, je ne fais pas du Christian Tissier, je fais du Marseille. Alors, excuse-moi, c'est un manque de respect. Est-ce que c'est du toupet enfin? Alors, pas du tout. 1, je fais pas du Christian Tissier. 2, je ne fais pas du Marseille. 3, en fait, je fais de l'aïkido. Et je fais de l'aïkido avec ce que je suis, avec ce que j'ai compris, avec le fruit de mon parcours. Donc forcément, on va dire, c'est du Marseille. C'est pas que c'est du Marseille, c'est que c'est ce que Marseille est capable de faire en aïkido. C'est l'aïkido que Marseille vit au moment où il enseigne, au moment où il pratique. Voilà, c'est dans ce sens-là. Il y a que moi qui ferai ce que je fais. De la même façon que il y a que toi qui feras ce que tu fais. Oui, malheureusement, oui. Heureusement. En tout cas, tu insistes souvent sur l'aspect évolutif. Hein. C'est pas figé, ça évolue. Donc le Marseille d'il y a quelques années et aujourd'hui. J'espère que c'est pas exactement la même chose. On peut, alors ça c'est un grand débat, hein, mais pour moi l'aïkido c'est quelque chose de vivant. Et je dis souvent c'est comme les langues vivantes. C'est-à-dire que on peut considérer que c'est du latin ou du grec ancien. Auquel cas, c'est figé, il faut le transmettre. C'est une langue morte, on dit, hein, même. Hein. C'est une langue morte. Je crois. Donc figé. Figé, dans laquelle on n'a rien à modifier. Et en même temps, c'est pas une langue de communication. Enfin, à part au Vatican aujourd'hui, où il y a encore des gens qui communiquent en latin, pour le reste, le latin, c'est pas très vivant. On peut considérer que c'est un langage. De mon point de vue, c'est une langue vivante. Et une langue vivante, c'est quelque chose qui s'enrichit d'apports, qui évolue dans l'histoire, qui évolue en fonction des régions, qui évolue en fonction de ce que chacun va apporter de ce qu'il est. Voilà. Et pour moi, l'aïkido, ça reste quelque chose avec un corpus
commun important. C'est important de savoir d'où on vient. Oui. Mais c'est aussi important de se permettre d'explorer, de chercher, d'aller plus loin, de faire évoluer. En l'occurrence, voilà, moi, on parlait de loyauté. C'est vrai que quand tu as prononcé le mot de loyauté, ma première pensée était pas tellement à ma couleur, parce que j'ai pas de loyauté à avoir. Enfin, c'est pas une loyauté à ma couleur. Par contre, oui, une loyauté envers Christian Tissier. Christian Mouza, avec qui j'ai commencé auparavant, de fait aujourd'hui c'est beaucoup, ça a été Christian Tissier, ça fait, moi je l'ai rencontré au stage de Pâques 88, ça fait un petit moment, 1988, je précise. Voilà, donc, je voulais revenir justement sur cette évolution dont tu parles bien. J'aime beaucoup cette idée du langage, je trouve que c'est une belle idée. Alors, je pense aussi que tu es un modèle de chercheur. Justement, tu restes pas figé. Et un jour, je me souviens, tu avais dit dans un stage, ce que je travaille en ce moment, c'est le membre qui est pas acteur, le membre qui est un peu oublié, quoi. Hein. Et t'as dit par ailleurs, et ça je trouve que c'est une belle image, parce que Brahim a dit la même chose d'ailleurs dans l'interview qu'on a eue. Il a dit, je ne cesse de progresser et d'ouvrir des portes, toujours quand j'avance. Alors je me suis demandé comment tu arrives à ouvrir des nouvelles portes avec le bras derrière. Enfin là il y a un truc qui me dépasse en termes mais j'étais à un niveau que je n'atteindrai pas. Donc. Alors c'est pas qu'avec le bras derrière. Ah bon? C'est avec les deux bras. C'est-à-dire que quand je pousse, j'utilise les deux mains. Et c'est souvent l'idée de dire on utilise une partie du corps, celle qui est dans l'action, et on oublie l'autre. Et les deux parties du corps interviennent de façon complémentaire, parfois opposée, parfois simultanée, mais les deux parties du corps vont intervenir. Et notamment le bras qui n'a pas de contrainte va aider à libérer le bras qui a la contrainte. Voilà. Donc c'est-à-dire de toujours aller un peu plus finement, toujours aller un peu plus loin dans des choses qu'on a pu oublier. On a le mouvement du corps, tous les détails sont intéressants à travailler et sont une porte une voie de travail. Voilà, c'est des pistes de recherche, c'est des pistes, comment j'allais dire, pour raffiner les sensations. Là aujourd'hui, on a parlé un peu des sensations, de la coordination. Les sensations, c'est beaucoup une coordination fine. Donc cette façon de polir, d'aller chercher dans tel mouvement, qu'est-ce qui me gêne, comment est-ce que on pourra enlever des parasites, faire que ça puisse être plus fluide, qu'on puisse le faire avec moins de force. Et parfois on explore, on va dans un chemin, ok, je suis arrivé jusque là, peut-être que je vais aller dans une autre direction et chercher. En sachant qu'on revient toujours à ce que, allez, j'ai utilisé les gros mots, à ce qui va être le quihon, c'est-à-dire le quihon, la base, le fondement, ce sur quoi est assis notre aikido, ce sur quoi on va s'appuyer pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir explorer dans cette direction, dans telle autre direction. Etc. Alors, il me semble justement que là aussi, je pourrais dire que pour nous, tu es un modèle de sincérité, d'engagement aussi, et notamment au travers les armes. Moi, c'est ce que j'ai perçu. Les armes, c'est un des outils qui nous permet d'être centrés, d'aller au bout, et notamment cette idée d'un peu tout ou rien, quoi. C'est on y est dans le timing ou pas, sinon on est mort ou vivant. Ça, c'est quelque chose que tu reprends souvent, cette notion de pureté. Enfin, ça affine le geste, etc. Et t'as eu un propos assez étonnant d'ailleurs. T'as dit que, d'ailleurs, tu l'as dit, on fait un aikido qui est de plus en plus précis et raffiné. Et dit, mais à un moment, quand on se prend le coup de bokken sur la tête, le raffinement, personne ne le verra. Donc. Ouais. Alors, jusqu'où le raffinement, jusqu'où ce travail de précision? Alors en fait, il faut savoir ce qu'on fait. Est-ce que notre recherche, elle est d'aller vers quelque chose de très opérationnel? En général, ce qui est opérationnel, c'est court, enfin court au sens bref, c'est rapide, ça fait appel à la surprise. Et ça marche. En aikido, on travaille un tas d'autres choses. C'est pas de mon point de vue, en tout cas dans ma pratique personnelle, ça ne sera pas le but premier. Ça ne veut pas dire que c'est absent. Le cadre martial y est, la prise en compte du danger,
va y être, comment on va dire, la rigueur de la réponse va y être, mais c'est pas le but premier. Et c'est vrai que les armes, ça permet d'être mis face à un danger plus grand, à un danger. À main nue, on peut se faire mal. C'est rarement définitif, et quand c'est définitif, c'est rarement fait exprès. Avec un Bokken, avec un Joe, quand ça arrive pleine vitesse, pleine tête, on arrête de discuter. Oui, d'ailleurs, tu as eu une belle explication tout à l'heure en nous disant il faut que le geste soit vraiment sincère, que quand il arrive sur la jambe, on se retienne de la retirer parce que on a confiance dans le partenaire qui a respecté l'intégrité du hooké, mais la sensation, elle est là. Dans la progression, cette mise en danger, et il faut qu'elle soit très progressive, est un élément important. Au départ, quand on travaille les armes, la vitesse sera l'ennemi de la progression, parce qu'en fait, on sera en mode survie, et finalement, pour mettre en place la structure, ça sera difficile, et à un moment donné, la vitesse sera un élément de la progression. Un peu comme en musique. En musique, ça sert à rien d'essayer de jouer vite tout de suite. Oui. Il faut jouer lentement, les bonnes notes, dans le bon tempo. Et puis à un moment, la virtuosité, la vitesse sera un élément. Voilà. Et puis une fois qu'on aura acquis la virtuosité, c'est pas ça qui sera important non plus. Je repense à la musique, on écoute Miles Davis poser 3 notes, on sait que c'est lui, c'est magnifique, et c'est pas parce qu'il joue le plus vite à ce moment-là, c'est parce que à l'intérieur de ces 3 notes, il y a toute son histoire, tout son vécu, tout son parcours, tout ce qu'il donne. Voilà. Et je pense que pour nous, dans la pratique du budo, de l'aïkido, c'est un élément important. Pour revenir aux armes, je pense. Oui. Les armes, c'est mon parcours, alors pas que le mien. Voilà. Après, il y a de très bons aïkidokas qui ont fait très peu, qui ont travaillé très peu les armes et dont la construction n'est pas en lien, en tout cas dans leur pratique, avec un travail aux armes. Pour moi, les deux choses ont grandi un peu de pair, mais c'est personnel. Oui, alors dans la même continuité, il me semble que je vais l'amener de manière un peu curieuse, ma question, qu'il y a quelque chose un peu d'un modèle de légèreté. Alors, je pense que sur ton nom et ton prénom, on a fait beaucoup d'humour un peu décalé, mais pas du tout. Mais quelqu'un m'a dit quelque chose d'intéressant. Il m'a dit avec marre, on se marre, et avec sait, on sait. Alors, ok, donc voilà. Alors moi, ça m'a rappelé quelque chose un peu de Nietzsche et du gai savoir. Tu vois, voilà, où il y a un savoir qui doit être un peu léger, qui doit être un peu joueur. Tu plaisantes souvent sur le tatami. Tu nous as encore raconté 2 histoires là. Donc, je pense que ça fait partie de ce travail-là aussi, de pas dans quelque chose de trop serré, cadré, et en tant extrêmement précis, mais qui doit être léger. Tu travailles souvent sur les appuis, voilà. Alors, je pense que les deux choses. Donc c'est constitutif de ton nom, peut-être. Non, j'en doute. Alors, il se trouve que j'ai pas toujours vécu en France, donc j'ai découvert que mon nom pouvait être drôle quand je suis arrivé en France. Avant, ça n'effleurait personne que ça pouvait être drôle. Ça s'est bien rattrapé. Pour la petite histoire, il y a eu un moment où j'offrais 10 francs à celui qui me faisait une blague sur mon nom que je n'ai pas entendu encore, d'accord. Et je n'ai jamais lâché 10 francs. Et là, celle-là, ce que je viens de faire. Celle-là, mais c'est pas vraiment une blague. Ok, d'accord. C'est pas drôle. Non, t'as raison, c'est pas drôle. Mais, je la remballe. Mais voilà. Donc non, c'est pas constitutif de mon nom. Mes parents étaient pas spécialement des comiques. Enfin, voilà. Pour ceux qui ont connu mon père, c'était pas sa caractéristique principale, l'humour. Mais je pense que être sérieux et se prendre au sérieux sont 2 choses différentes, et que on peut travailler sérieusement sans être dans une ambiance extrêmement oppressante, et qu'on peut être léger. En même temps, les gens qui me connaissent de près savent que j'ai un bon caractère. Oui, je crois. Voilà, que quand j'ai des choses à dire, je les dis. Même sur le tatami, quand je trouve que c'est pas ce que j'ai demandé, je vais le signaler.
Mais voilà, mais c'est pas, j'ai pas besoin de construire un personnage pour rendre crédible ce que je fais. Et là aussi, par rapport c'est quelque chose que j'ai entendu il y a très longtemps à Christian Tissier, qui disait que voilà, que les sensei, qui savent où ils en sont, ils ont pas besoin de créer un personnage pour rendre crédible. Après, il y a un certain nombre de gens, de domaines, alors pas que dans l'aïkido, hein, mais ça se voit aussi un peu dans l'aïkido. On va pas se fâcher tout de suite. Dans lesquels le fait de créer un personnage, c'est le personnage qui va rendre crédible ce qu'on montre. Voilà. Quelque part, c'est incarné aussi, quoi. Hein. Alors là, c'est pas ce que j'appelle incarné. C'est-à-dire que là, on crée un personnage et on rend crédible quelque chose qui est pas forcément crédible en soi. Je me positionne un peu à l'inverse en disant ce que je fais, je sais ce que je fais. Les gens le voient pas. Voilà, la plupart des gens qui me connaissent le voient, le sentent. J'ai pas besoin de créer un personnage de. Je suis pas Pei Mei dans Kill Bill, quoi. Voilà, j'ai pas besoin d'être Pei Mei pour être crédible sur le tatami. Voilà. Et on ne fait que de l'aïkido. Et l'aïkido, ça se passe sur le tatami. Donc. Alors, il y a aussi, quand j'ai lu un peu tes interviews, quelque chose qui m'a frappé aussi, hein, que j'ai noté, c'est que très souvent, alors là tu ne l'as pas trop fait, mais très souvent tu commences par « je ne sais pas » ou une de tes phrases préférées, c'est « je n'ai pas d'avis tranché là-dessus ». Alors toi qui aimes bien les armes, trancher, par ailleurs, t'es pas toujours tranché, quoi. Et comme je pense que t'as vécu pas mal en Basse-Normandie, je soupçonne que t'as été influencé par la culture normande du peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Alors, c'est quoi cette incertitude? C'est une ouverture? C'est des possibles? J'ai pas vraiment d'avis tranché là-dessus. Effectivement, peut-être suis-je resté trop longtemps en Basse-Normandie. Bon, on leur dira. Non, je crois que sur certaines choses, c'est important d'avoir des certitudes. Je ne crois pas qu'il faille avoir des certitudes sur tout. Ce que je crois aujourd'hui, alors on va séparer ce qui est de l'ordre du fondamental. On parlait de Kiron et de recherche. Ce qui est le Kiron, la recherche, la base, ça reste quelque chose de vrai. Ensuite, lorsqu'on cherche, on peut se tromper. Donc il y a des choses sur lesquelles je suis absolument convaincu, c'est fondamental, je pense que ça, il faudra le conserver. Et puis il y a des choses sur lesquelles on évolue, et heureusement. Et heureusement que même sur certains sujets, on accepte de bouger. On accepte de se positionner. Puis il y a des gens, on se dit, je sais pas, on a 20 ans et on dit, le travail de machin, on regarde un peu. En fait, c'est pas que c'est pas bon, hein, c'est souvent que c'est juste que c'est différent de ce qu'on connaît. Et comme on a une grille extrêmement étroite, on peut vite juger. Et on peut penser que non, ça n'a aucun intérêt. Et puis des années après, se rendre compte qu'en fait, c'est intéressant. C'est une démarche différente, c'est une proposition différente, ça peut être voilà. Et donc souvent, quand c'est pas quelque chose sur laquelle j'ai un avis tranché, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles j'ai des avis relativement tranchés, mais je crois en la mesure. Oui. Je crois en la mesure et je ne crois pas au dogme catégorique imposé. C'est vrai dans la pratique de l'aïkido, où souvent je dis, voilà, ça c'est mon choix aujourd'hui, ça c'est ce que je vous propose. Je dis rarement, ça c'est comme ça et pas autrement. Tu compares avec le langage, hein, et ces formules-là sont une invite à la nuance, il y a quelque chose un peu d'une position basse, un petit peu, hein, plutôt souple, plutôt que d'être rentre dedans et de maintenir coûte que coûte son avis, d'être plutôt on peut préciser la question, on peut échanger là-dessus. Je pense que c'est un peu l'aïkido. Hein. Oui, c'est ça. Comme le langage, une forme ça peut être irimi direct. On utilise des pivots. Dans la technique, l'une des choses intéressantes en aïkido, dans le tenkan, c'est qu'à un moment donné, on adopte le point de vue de l'autre. Pour aller ailleurs. En tenkan, on adopte le point de vue de l'autre pour l'emmener un peu ailleurs, pour déplacer la question. Eh oui.
Hein. Et la plupart du temps, c'est pas... Ouais, on n'est pas frontal. On aura un angle, on aura choisi un angle, on aura pivoté, voilà. Et je pense que sans doute le fait de pratiquer l'aïkido depuis aussi longtemps, je vais pas dire aussi intensément, mais quand même un peu, ça façonne aussi votre façon d'être et de... Ouais. Voilà. On façonne son aïkido avec ce qu'on est, et notre aïkido va aussi façonner ce qu'on devient. Et ça, je pense que tu le transmets dans ta manière d'être, dans tes réponses, aussi dans ta pratique. Et j'étais aussi sur cette idée de un modèle de transmission. Et j'ai pensé, parce que j'ai eu la chance un jour de pratiquer avec ton fils, Alioun, je crois, c'est ça, Alioun. Qui est, je crois, très doué. Et moi je me suis dit, il a été obligé de se mettre à l'aïkido s'il voulait voir un peu son père, parce que lui est tout le temps parti dans des stages, etc. Et en fait, il est doué. Et toi, tu as commencé tardivement, tu as commencé à 23 ans, je crois. Donc alors pour toi, c'est quoi? C'est une joie, c'est un plaisir de le voir, t'es fier de lui, ou franchement c'est un emmerdement Alors, un peu jaloux. Je serais un bien mauvais père si j'étais pas fier de mes enfants. Ok. Non, alors d'abord c'est une joie. Je suis content de le voir sur le tatami. Je sais pas s'il est doué. Il a commencé petit. Il a commencé petit, quoi. Ouais. Et il a commencé petit, c'est une chance. Ouais. Il a fait beaucoup de sport. Enfin voilà. Je le laisse vivre son aïkido. Alors ça, c'est un truc compliqué. D'être en même temps le père et le sensei. Enfin, voilà. Faut gérer les deux. Donc, j'essaye de faire en sorte que le fait que je sois son père intervienne pas dans la façon dont je gère sa progression. Ça fait partie de la transmission, que chacun est libre de son aïkido. Tu le dis très souvent d'ailleurs. Il est libre. Voilà, et puis il a des priorités. Là, en ce moment, il est en train de rédiger sa thèse. Je le vois pas beaucoup. Moi, j'aimerais bien le voir plus. Voilà, c'est en fonction des études. Sa priorité, ça a été les études. Donc, en fonction des études, il a été plus ou moins présent. Voilà, mais je suis très content de le voir. Et c'est aussi quelque chose qui nous unit, quelque chose qui fait qu'on partage quelque chose qui est important pour les deux. Mon épouse a très longtemps pratiqué, donc ça aussi, ça a été quelque chose qui a facilité le fait que j'y consacre beaucoup de temps. Voilà. Et c'est toujours un plaisir, enfin, surtout maintenant qu'il est adulte et qu'il est dans une pratique qui est agréable, ce qui m'empêche pas d'être un peu dur avec lui parfois. Mais voilà, non, c'est vrai. Mais il faut se réjouir qu'on a des jeunes, on manque de jeunes. Tu as une phrase curieuse d'ailleurs que j'ai pas comprise, mais peut-être que je suis plus tout jeune. T'as dit que l'aïkido est une chance pour les jeunes parce que ça ne sert à rien. Enfin, expliquer ça aux parents pour les motiver à inscrire. Une chance pour les jeunes. Alors, faut tu as peut-être pas formulé comme ça. Il faut resituer dans le contexte. Il se trouve que j'enseigne à Sceaux, qui est plutôt une ville avec une population cultivée, aisée, où la priorité elle est sur les études pour beaucoup de parents, ou la majorité des parents, où il y a une construction sociale de l'individu qui se fait, et voilà, où on fait faire des activités parce que ça présente de l'intérêt pour ça. Et puis l'aïkido, en fait, quand je dis ça sert à rien, c'était apprendre, ça m'a valu, il a fallu sur l'article supprimer un certain nombre de commentaires, d'insultes, les gens ont pas de deuxième degré. Et quand je disais ça ne sert à rien, c'était 3 petits points. Comme l'amitié ne sert à rien, comme la musique ne sert à rien, comme les arts ne servent à rien, comme l'amour ne sert à rien. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose. On n'est pas dans quelque chose d'utilitaire. On n'est pas dans quelque chose où on investit en disant j'investis tant, je vais recevoir tant. C'est quelque chose qui, de mon point de vue, est fondamental. Parce que ça n'a pas d'utilité pratique immédiate dans ce sens-là. Et donc je disais, ça leur fait du bien parce qu'il n'y a pas de pression, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de compétition, c'est juste, ils font ça pour eux. Voilà, c'est dans ce sens-là que je disais que ça servait à rien. Et peut-être même que chacun avec l'aïkido a à construire le sens de cette activité quand même.
Martial, pas martial, c'est des débats qu'on a. C'est des débats éternels, et qui dépendent. On n'a pas la même vision lorsqu'on débute l'aïkido, 10 ans après, 20 ans après, 30 ans après, par rapport à ça. Et puis, quand on parle de martialité, aujourd'hui, on commence à interroger des gens qui sont 6e, 7e dan. On parle pas forcément de la même chose, ou ça ne se traduit pas de la même façon en fonction des parcours. Puis il y a des gens qui vont beaucoup insister sur l'aspect, ce que moi j'appelle purement opérationnel, c'est-à-dire est-ce que c'est efficace, est-ce que je lui casse le poignet ou pas. Et que là, ce qui importe, c'est de savoir si là je lui casse le poignet ou pas. Et il y en a d'autres pour qui c'est totalement secondaire. Et ce qui va être important, ça va être la relation, le lien, que l'aspect mise en danger, etc. Finalement, on s'en moque un peu. Mais ce qui va être important, ça va être de créer une connexion, par exemple, avec le partenaire. C'est Non, mais je ne juge pas. Après, moi, j'ai mes préférences, j'ai mes choix personnels. Mais ça ne veut pas dire que mes choix sont les seuls possibles, encore une fois. Et que accepter l'aïkido, c'est aussi accepter l'autre. On accepte l'autre tel qu'il est sur le tatami, mais on ne va pas accepter l'autre tel qu'il enseigne, parce qu'il n'a pas exactement la même vision que nous. C'est un peu dommage. Donc, J'en arrive à ma dernière question. Alors, je suppose que ta sagacité a deviné que sur mes questions de modèle, tu as reconnu les 7 plis du hakama, les 7 sagesses et qualités que tout doit posséder. Et figure-toi que les couturiers sont en peine parce que 7 plis, c'est un peu casse-pied à faire comme hakama. Maintenant, puisque tu as un titre et le niveau et le grade pour eux, peux-tu les soulager et enfin rajouter un 8e pli? Ça sera plus facile en termes de symétrie, de cohérence, d'harmonie, etc. Et rajouter une valeur qui serait propre ou une qualité que tu défends. Alors, j'ai eu peur qu'on me demande de faire de la couture. Tu soulages ceux qui le font. Voilà. Si on me demandait d'ajouter un 8e pli au hakama, concrètement, je préfère laisser ça aux professionnels. Alors, quel pli faudrait-il rajouter au hakama ? Il y en a une qui, pour moi, est une... On vient d'en parler un peu différemment, mais ça me vient comme ça spontanément, je dirais la tolérance. La tolérance, c'est accepter l'autre. C'est accepter l'attaque, c'est cette idée que il y a des choses qui sont très belles en aïkido, mais qu'il s'agit de faire vivre. Dire le uke et tori sont les 2 éléments d'un même ensemble, et chacun a besoin de l'autre pour progresser. Mais pour ça, il faut accepter l'autre. Et donc, et par mon histoire, et par ce que je crois de l'aïkido, voilà, la tolérance dans les vertus à... Oui, bien sûr. La tolérance me semble un élément important. Et puis, on parlait, pour revenir au début de l'interview, le fait de nommer des occidentaux, des gens de couleur entre guillemets, mais des non-japonais en tout cas, et de reconnaître leurs valeurs, c'est aussi un signe d'ouverture et de tolérance. Donc je garderai bien celui-là. Ok, on verra si on lance une nouvelle mode. Merci infiniment. Merci beaucoup Shihan. C'était un plaisir de te recevoir et la sincérité de tes réponses. Grand plaisir. Voilà. Merci à toi. Merci.